À l'aube du 7 octobre 2008, sur la place de la Loge à Perpignan, 3 parasols d'une terrasse de café sont incendiés. L'incident est repéré à 5h12 par une caméra de surveillance. Les policiers arrivent à 5h17. Ils repèrent un jeune homme qui tente de se dissimuler tout en jetant à terre un briquet. Le jeune homme est interpellé et menotté. Alors qu'il remonte en voiture, les policiers aperçoivent d'autres flammes sous le porche de cet immeuble. Ce second incendie commence à lécher la vitrine d'un magasin de parfumerie. Appelés pour un simple feu de parasol, les pompiers envoient aussitôt des renforts. Rapidement, la chaleur fait éclater la vitrine et le feu s'engouffre dans l'immeuble, alimenté par les parfums inflammables. La seule occupante des lieux est la propriétaire qui vit au 3e étage. Les pompiers parviennent à la sauver, mais en tentant de redescendre de la terrasse par une échelle extérieure dressée sur la façade, l'un d'entre eux fait une chute de 8 mètres. L'émotion est vive à Perpignan après l'incendie qui a ravagé un immeuble hier. Ce matin, les constatations des dégâts sont importantes. Reportage Olivier Montariol et Céline Niambric. L'incendie est sous contrôle, mais il n'est pas éteint. Au lendemain du sinistre qui a totalement détruit la parfumerie Douglas au rez-de-chaussée et les bureaux d'avocats et d'huissiers dans les étages, le bloc d'immeubles est toujours interdit à la circulation. Il faudra du temps pour évaluer dans toute leur ampleur les conséquences de cet incendie. Le jeune interpellé se nomme Emmanuel Capelier. Déjà condamné pour plusieurs dizaines de petits incendies, il reconnaît les faits en affirmant n'avoir jamais voulu mettre le feu à l'immeuble. Les blessures du pompier le conduisent pourtant devant la cour d'assises de Perpignan. Le jeune homme, au visage juvénile et aux propos parfois incohérents, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle sur les 18 réclamés par l'accusation. Ce verdict était satisfaisant pour l'ensemble des parties civiles en ce qu'il reconnaissait un principe de culpabilité. Et donc, cette décision, bien que lourde, était tout à fait satisfaisante pour les victimes. 15 ans de réclusion, c'est une condamnation qui ne correspond pas aux faits qui lui sont reprochés. Il a mis le feu à un parasol et le feu s'est propagé. Les conséquences sont terribles. Mais 15 ans, c'est une condamnation qui correspond à un crime, avec une pensée criminelle, avec une organisation, avec une intention malveillante, de tuer, de blesser. Là, il l'a pas. Il n'a rien à faire en prison, rien à faire. Il est aux assises, il a tué personne. Vous imaginez, on lui a mis 15 ans alors qu'il a tué personne. C'est scandaleux. Il y a des moments, j'ai honte de la justice, j'ai honte d'être français. Ça va loin. Pas parce que c'est mon neveu, mais c'est scandaleux. Tout le monde le voit. Vous êtes au tribunal, vous me l'avez dit. Tout le monde le dit, il n'est pas normal, ce gamin. Et on a le culot de le condamner à 15 ans. Emmanuel Capelier souffre à l'évidence de troubles psychologiques en rapport avec son comportement de pyromane. Il fait appel de sa condamnation. Je ne pensais pas une peine aussi importante. Voilà, donc pourquoi l'appel ? Justement parce que j'ai pas trouvé normal. Cette peine de 15 ans, qui était de 18 ans à la base, mais qui est de 15 ans, et je trouve que c'était injustifié. Et l'appel, parce que justement par rapport à ça, quand on me dit faire appel, des fois ça peut doubler la peine, monter la peine. Et ça, mais bon, si je l'ai fait, et si on l'a fait, c'est qu'on sait très bien que c'est pas normal, et puis que justement, il fallait faire appel. Et que la peine va baisser. Je crois que l'enjeu de ce procès, pour moi en tout cas, puisqu'il reconnaît les faits, ce sera de démontrer que le geste, il l'a accompli, mais que ce geste s'inscrit dans un trouble de la personnalité. Alors, est-il pyromane ? Est-il pervers ? Est-il débile ? Peut-on le soigner ? Doit-on le soigner ? Est-il un monstre, comme ça a été dit ? Ou simplement un malade ? C'est tout l'enjeu du dossier. Et ce que je veux absolument, c'est effacer, non pas cette condamnation, il sera condamné, mais c'est effacer ces 15 ans de réclusion parce que ça me paraît totalement disproportionné. Emmanuel Capelier est jugé fin mars 2011 à Carcassonne par la cour d'assises de l'Aude, siégeant en appel. Le service départemental d'incendie et de secours s'est constitué partie civile aux côtés du pompier blessé, Philippe Alexis, qui souffre toujours d'une amnésie à peu près totale. Il est défendu par maître Yann Méric. Plusieurs ex-locataires de l'immeuble sont également partie civile. La propriétaire, Françoise Chalade, est représentée par maître Valérie Bosque-Berthoud.
En face, seule Laetitia Lemaître, la mère, et l'oncle paternel de l'accusé se sont déplacés. La défense d'Emmanuel Capelier est assurée par un avocat pénaliste, maître Luc Abrakiewicz. L'audience est prévue sur 3 jours, même s'ils n'ont été appelés que 8 témoins et 5 experts. Emmanuel Capelier a aujourd'hui 27 ans. Jugé en état de récidive légale, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il porte dorénavant au visage un petit bouc qui gomme son air d'adolescent boudeur, mais n'atténue pas l'intensité de son regard. Le siège de l'accusation est tenu par une magistrate du parquet de Perpignan, Anissa Jalad. Les débats sont dirigés par le président Joël Mokaer. Au soir du 6 octobre, Emmanuel Capelier se dispute, comme souvent, avec sa mère, puis avec le compagnon de celle-ci. À 3h30, il sort pour entamer l'une de ses longues et improbables errances dans les rues à peu près désertes de Perpignan. Avant de partir, le jeune homme a pris 2 objets, un briquet jetable, alors qu'il ne fume pas, un marteau, pour, dira-t-il, assurer sa défense en cas d'agression. Première étape, la place Arago, distante de 800 mètres du domicile familial. Emmanuel y discute avec un copain vigile, puis avec l'un de ses amis de la nuit. Il repart quelques minutes après 5 heures. 400 mètres plus loin, il arrive place de la Loge. À 5h12, la caméra le filme, mettant le feu au parasol. Après avoir contemplé ces petits incendies, il gagne l'extrémité du porche de la parfumerie, hors du champ de la caméra. C'est là qu'il enflamme un présentoir à journaux en plastique qui communique le feu à une enseigne publicitaire, puis à tout l'immeuble. Emmanuel Capelier gagne alors l'autre extrémité de la place et contourne cette statue de Vénus d'Aristide Maillol. Lentement, toujours en reculant pour admirer les flammes, il s'engage dans une ruelle au nom surprenant mais très évocateur, la rue de l'Incendie. Quelques mètres plus loin, il s'enfonce dans l'encoignure sombre d'une porte. C'est là que le patrouille de police le découvrira au moment où il jette le briquet. Les pompiers rencontrent les pires difficultés pour gagner la place de la Loge. Ils doivent dresser une échelle manuelle pour gagner la première terrasse, puis traverser les appartements en flammes pour tenter d'atteindre la propriétaire qui vit dans l'appartement du 3e, invisible de la rue. Entre le premier appel qui a été fait par la police municipale, qui a la vision sur les caméras, qui nous signale donc ce feu de parasol, rapidement dans les minutes qui suivent, il y a la dame qui habite, la seule personne qui habite dans cet immeuble, qui appelle au secours parce qu'elle est gênée par les fumées. J'étais réveillée heureusement et j'ai senti une odeur. J'ai cru que j'avais oublié quelque chose sur le feu. Je me suis levée et j'ai vu de la fumée. Donc, je sais pas, ça m'a fait tilt vraiment. J'ai pas hésité une seconde, je suis allée téléphoner aux pompiers. Ils m'ont dit allez vite à une fenêtre. Je suis repartie m'habiller tout de suite. C'est là que j'ai vu que la fumée passait à travers les lattes du parquet. Et je me suis dit fenêtre, puisque tu as une terrasse. Va sur la terrasse. L'incendie progresse très rapidement, la chaleur transformant les flacons de parfum en autant de bombes explosives. Les pompiers définissent leurs priorités, sauver Madame Jalad et empêcher le sinistre de gagner les immeubles voisins. 2 premiers hommes, dont Philippe Alexis, une bouteille d'oxygène sanglée dans le dos, montent au premier étage, mais ne parviennent pas à trouver l'entrée de l'appartement du 3e. J'arrivais pas à me localiser. Puis bon, au bout d'un long moment, j'ai entendu un carreau cassé, donc j'ai dit c'est bon, ils vont arriver. Et bien non. Ça m'a paru très long. Bon, ça n'a peut-être pas été long, hein, mais ça m'a paru très très long. Et à tel point que j'ai dit bon, ben là, puisqu'ils étaient là et qu'ils viennent pas, c'est que c'est foutu, quoi. Ils n'arrivent pas à venir. C'est là que j'ai appelé ma fille. Je me suis dit, je vais la tranquilliser, je vais lui dire que bon, je m'en vais, mais que ça va, que je suis calme, que j'ai pas peur, voilà.
Et ben, elle a décroché. Donc, puis tout est sorti comme ça. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, il y a un incendie dans l'immeuble. Ils n'arrivent pas à venir me chercher, mais voilà, je vais rejoindre mamie, puisque ma maman était décédée 2 ans avant. Donc, ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur. Et voilà. Et je lui ai dit, reste droite toute ta vie. Et elle a raccroché en criant non. Philippe Alexis et son collègue enfoncent une dernière porte et rejoignent Madame Chalade. Il est trop tard pour tenter de la faire redescendre par l'intérieur, sans équipement spécial. Il décide de l'évacuer par l'extérieur, sur le côté gauche de l'immeuble. Il m'a mis un harnais et puis je suis descendue et je me suis rappelée, parce que j'avais fait un petit peu d'escalade, comme je disais toujours, de m'éloigner de la paroi. Mais là, j'avais pas envie d'y rester. C'était bouillant. À chaque fenêtre où je passais, c'était horrible, le feu. Voilà. Puis je suis descendue. On m'a amenée jusqu'au camion de pompiers. J'ai retrouvé ma fille. On m'a mis de l'oxygène. Et bien, c'est vrai que j'étais assez sereine. Je crois que je me suis jamais énervée, jusqu'au moment où on est venu chercher le médecin du SAMU qui était avec moi pour lui dire qu'il y avait un pompier qui était tombé. 2 autres pompiers ont rejoint Philippe Alexis et son collègue. Tous décident d'évacuer les lieux en repassant par l'échelle. Mais dans l'obscurité et la fumée, Philippe Alexis rate l'échelle et s'écrase lourdement à terre sur le dos, la tête heurtant violemment le sol. En fait, il progresse dans le noir complet. Donc là, quelque part, il s'est passé un moment où l'équipe des 4 pompiers en a perdu un. On ne sait pas comment, ils se sont séparés à un moment. Et ils savaient tous les 4 qu'ils devaient se retrouver à ce niveau-là. Donc, un pompier est parti, a priori devant les autres, et il a enjambé la fenêtre sans comprendre même qu'il était sur la fenêtre et qu'il était en train de basculer vers l'extérieur. Philippe Alexis présente plusieurs blessures, dont un traumatisme crânien. Il restera 18 jours en réanimation et encore plus de 2 mois à l'hôpital. Il n'a plus aucun souvenir de ces images. Et 3 ans après les faits, il présente toujours de sérieuses séquelles neuropsychiques. Pour moi, ce 7 octobre, ça ne reste que pour moi une date. Puisque bon, je me souviens de rien. J'ai eu quelques éclats de ce que j'avais fait dans la journée et encore, même maintenant, je ne m'en souviens plus. Après le déroulement de l'intervention par elle-même, je ne peux rien dire parce que je ne sais rien du tout. Je ne fais qu'écouter ce qui se dit de la part des parties civiles, de mes collègues. Et avec tout ça, j'analyse, j'essaie de comprendre, mais toujours rien, quoi. Toujours rien. Philippe Alexis a fait une dépression et une tentative de suicide. À 52 ans, après plus de 30 ans de service, il supporte très mal l'idée de ne plus pouvoir être pompier. C'est dur quand même. Je vois même physiquement et tout. J'ai même dans la tête, quoi. J'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait hier. C'était difficile, quoi. Tout. J'ai été mis pour partir courir, me remettre en forme et tout. Puis là, dernièrement, j'ai appris que c'est fini, quoi. La profession pour moi, c'était fini. Au moins, j'ai laissé tout tomber, quoi. L'attitude opérationnelle. Non, mais surtout, quoi, c'est fini, quoi. Alors je me dis, tout est fini, quoi. C'est sûr. Mais bon, comme ça. C'est sûr que, comme je te disais, on sent l'homme blessé physiquement, en effet, parce que il y a cette chute terrible qui va le plonger dans le coma pendant 3 semaines. Et puis l'homme blessé dans sa tête parce qu'il n'est plus le même homme. Et alors, lui le sait. Lui le sait parce qu'il ne sera plus pompier comme il le voulait ou comme il le vivait, c'est-à-dire en intervention, au secours des autres, au contact des autres, avec cette humanité qui les a caractérisés. L'incendie de la loge n'est pas, loin s'en faut, le premier délit d'Emmanuel Capelier. En 2005, il a alors à peine 21 ans. Il est jugé pour un premier incendie de poubelle. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et obligation de soins. 18 mois plus tard,
Le sursis révoqué, faute de respecter cette obligation, il est incarcéré. En détention, il tente d'enflammer les poubelles ou son matelas. Plus tard, il reconnaîtra près de 80 incendies de voitures ou de containers, la plupart commis à l'été 2007, et il sera condamné en 2009 à 3 ans d'emprisonnement. Son mode opératoire était on ne peut plus simple, un paquet de journaux et une allumette ou un briquet. « J'étais comme attendri devant les flammes », dira-t-il avec un sourire un peu béat. Je pense que les victimes, qu'il s'agisse de l'institution des sapeurs-pompiers comme des pompiers personnes physiques, ont eu le sentiment que ces errements avaient peut-être trop duré. Et en effet, la reconnaissance lors de l'audience par M. Capelier des errements qu'il a eus, des incendies qu'il a pu commettre, de ceux qu'il a reconnus, laisse à penser qu'on aurait peut-être pu prendre la mesure de son comportement pour l'arrêter avant que la loge ne brûle. Emmanuel Capelier ne cesse de se contredire sur les faits, sur les dates, sur les circonstances, sur les motifs. Ses propos sont friables, résume un psychiatre. Il ne semble pas pour autant désireux de manipuler ses juges, car il reste parfaitement indifférent à ses propres contradictions. Son discours a été incohérent, ses errances sont incohérentes. Il faut quand même savoir que les propos qu'il a tenus aujourd'hui pour expliquer sa sortie sont quand même différents de ceux qu'il avait tenus pendant la procédure et à l'occasion de la première instance. Alors, je crois qu'on n'arrivera pas à trouver de solution et de réponse à ces errances et à ces incohérences. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est dommage parce qu'un procès d'assises a aussi normalement cette vertu-là, à essayer de se poser la question de la personnalité et de comprendre la motivation. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aura pas été plus éclairé. La première apparence, c'est qu'effectivement, on peut penser qu'on se retrouve face à une personnalité qui essaye de manipuler. Mais est-ce qu'on essaye vraiment de manipuler lorsqu'on dit aux experts des choses qui sont accablantes? Est-ce qu'on essaye de manipuler une cour d'assises lorsqu'on reconnaît les faits? Est-ce qu'on essaye de manipuler un président de cour d'assises qui pose des questions pertinentes avec l'intelligence et la sagacité intellectuelle qui est la sienne, et on lui sert sur un plateau l'élément qu'il voulait? Je veux dire, sa stratégie de défense est extrêmement pauvre. J'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un de très intelligent. J'ai pas le sentiment quelqu'un d'armé psychologiquement pour un procès en assises et pour la vie. Ce que je veux entendre, c'est des remords enchaînés. Même si intérieurement, j'avais le pas, mais voilà. Non, il faut dire intérieurement. Non, il faut dire. Manuel, il faut dire. C'est vrai que je sais pas trop. Non, mais il faut dire. Je dis que depuis 3 ans, t'as parlé, t'as fait le psychologue, et tu comprends. Et que à l'époque, j'étais pas bien. J'ai vécu une période difficile. Je sais, je cherche pas à ce qu'on s'applique sur ton sort. D'accord? Surtout, tu souffres pas. D'accord. On est d'accord, hein? En fin de journée, sous l'œil dubitatif de l'avocate générale, l'accusé exprime d'une voix monocorde ses regrets aux victimes. « J'ai fait des erreurs dans ma vie, j'en ai honte », dit-il sous le regard toujours constant de sa mère. Pour moi, les regrets qu'il a formulés cet après-midi à l'occasion de l'audience, je veux dire, regrets qui sont, me semble-t-il, en tout cas suggérés par certaines questions du président de la cour d'assises, me paraissent un petit peu surfaits. Je n'ai pas l'impression véritablement qu'il ait compris la gravité de ses gestes, si ce n'est effectivement lorsqu'on lui a pointé à plusieurs reprises le doigt dessus. Alors à ce moment-là, il va dire oui, c'est vrai, c'est grave ce que j'ai commis. Mais lorsque l'on entend sa mère déclarer très clairement il n'a pas de remords, il n'en aura jamais, et finalement qui le connaît mieux qu'elle, j'ai du mal à croire aujourd'hui que dans le cadre de cette cour d'assises, son discours ait pu évoluer à ce point, en tout cas qu'il ait pu comprendre à ce point les actes qu'il avait commis et la gravité des conséquences qui en avaient découlé. Les faits reprochés à l'accusé, les circonstances de leur commission et de leur répétition sont maintenant posées. Reste à définir les contours psychologiques et les mobiles de cet accusé atypique dont on ne sait s'il appréhende vraiment l'enjeu de son procès. À l'issue de cette première journée d'audience, une seule certitude est apparue. Les regards longs et permanents entre le fils et sa mère prouvent que tous les deux partagent bien des secrets et peut-être pas mal de souffrances.
La Cour et les jurés vont consacrer cette deuxième journée à la personnalité d'Emmanuel Capelier. S'il existe une explication à son attirance pour le feu et les flammes, c'est dans son psychisme tourmenté qu'elle ne peut manquer de résider. Ça a toujours été un enfant très difficile, très... ça commençait déjà dès la maternelle, qu'on ne comprenait pas qu'il y avait des règles quand ça sonnait qu'il fallait rentrer. Ça commençait comme ça. Il se fout de tout, Manu. Depuis tout petit, il s'en fout. Il ne percute pas ce qui se passe. Il n'est pas dans la vie réelle. Pour moi, personnellement, il n'y est pas dans la vie réelle. Il va y être, mais ça dure 10 secondes, puis après, il part ailleurs. La famille est venue de Picardie s'installer à Perpignan. Très tôt, Emmanuel doit s'habituer aux longues absences de sa mère, justifiées, lui dit-on, par son travail. Il vit au quotidien avec son père, personnage froid et sévère. Emmanuel dit se souvenir de ses coups de ceinturon. À l'école, il ne suit pas. Il a peu d'amis et beaucoup de conflits. Il est placé dans un foyer pour enfants à problème, en pleine nature, loin de la ville. Mais sa mère ne supporte pas longtemps la séparation et vient le rechercher contre l'avis du père. Emmanuel Capelier, il a eu, lors de sa classe de primaire, le cursus primaire, il a eu 7 ou 8 établissements. Alors sur Perpignan, ses parents, lorsqu'il déménageait de rue ou de quartier, ils le changeaient. Ensuite, il y a eu des foyers, puisqu'il a eu des problèmes, il a pris du retard. Il y a tout qui s'est enchaîné pour en arriver à un enfant à problème, quoi. Il a toujours que des échecs scolaires, c'est sûr, des échecs aussi de contact avec d'autres enfants. Plusieurs fois, j'étais convoquée à l'école et tout. Alors, on essayait de le mettre dans le privé, mais c'était une catastrophe parce que dans le privé, il fallait s'il suivait pas, c'était pas possible. Donc, on est revenu dans des centres spécialisés qu'au début, j'étais un peu contre parce que je me dis, mon fils, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas avancer. C'est vrai, quand il rentrait, les devoirs, pour lui, ça n'existait pas. Même des petits. Et je pense qu'il cachait toujours beaucoup de choses sur ce qu'on lui disait, sur ce qu'on lui faisait. Le climat familial houleux et le retard scolaire d'Emmanuel conduisent un juge pour enfants à placer le préadolescent dans un autre foyer, le foyer Clairefontaine, à Vernay-les-Bains. Emmanuel le quittera au bout de 2 ans, accusant plus tard 2 de ses camarades de l'avoir violé en l'absence des éducateurs. Il revient à Perpignan, tente sans succès de reprendre le collège, puis suit pendant un petit mois un stage de technique de vente. Ses parents, lassés de leurs disputes incessantes, finissent par se séparer. Après une courte période de garde alternée, Emmanuel choisit de rester vivre avec sa mère. Le jeune homme s'enferme dans une marginalité sociale. Il ne travaille pas, se réfugie dans sa chambre, regardant la télévision ou jouant aux jeux vidéo. Ce qu'il aime bien, c'est vivre la nuit et dormir le jour. Je laissais dormir la journée. Je préparais son repas quand il se levait. Ça, c'est pas normal non plus. J'aurais dû lui dire, il faut se lever le matin. Voilà, au début, de toute façon, la tension qu'il y avait entre son père et moi, c'est que moi, je le défendais constamment, mon fils. Quelque part, des fois, son père avait raison, hein. Souvent, il avait raison là-dessus, je le défendais trop. Mais laisse-le, laisse-le. J'avais que dire ça, laisse-le. Il a été hyper gâté, il a eu tout. Et moi, souvent, je leur disais, je ne suis pas d'accord, on lui donnait tout sur un plateau. C'est un gars qui a 27 ans, bon, à l'époque des faits, je crois qu'il en avait 23 ou 24, un truc comme ça. À 24 ans, quand même, il a travaillé 2 jours dans sa vie. Il y a un collègue à lui qui lui a fait une réflexion, bon, il est parti. Et quand il rentrait, il se mettait devant la télé. J'allais faire sa chambre. Oui. Ouais. Laetitia voulait, dit-elle, un fils qui lui ressemble. Les relations mère-fils sont complexes, à la fois fusionnelles, exclusives et conflictuelles. Laetitia repousse les petites amies d'Emmanuel, le fils dénigre les compagnons de sa mère. Emmanuel prend alors l'habitude de quitter la maison le soir venu, errant de cybercafé en sex shop. Et puis commencent les séries d'incendies à Perpignan, dont des voitures brûlées à quelques mètres du domicile familial. Au début, il y a eu donc des incendies qui ont été faits de containers à Perpignan. Et j'ai toujours cru que... J'ai jamais pensé que c'était mon fils, parce que jusqu'à maintenant, je ne savais pas. Et un jour, il y a une voiture qui a brûlé donc dans ma rue.
Et j'ai vu mon fils, en fait, aller voir dans l'intérieur de la voiture. Je dis, Manu, qu'est-ce que tu regardes? Il me fait, il y a un bidon d'essence. Et puis, il était avec un des copains, qui était d'ailleurs au premier procès. Ils étaient deux, en fait, être accusés d'avoir brûlé les voitures et les containers. Et j'ai vu qu'ils étaient un petit peu... Ils se préoccupaient trop de cette voiture, en fait. Et un jour, mon fils est rentré en me disant... parce que j'ai posé la question à mon fils. Il dit que c'était pas lui. Et un jour, par contre, il est arrivé, il est rentré, il me dit, maman, j'arrête d'être pyromane et je vais être pompier. On voyait qu'il était perturbé, qu'il avait un problème. Et le gros problème qu'il y a eu, c'est que ma belle-sœur et mon frère n'acceptaient pas qu'il ait un problème. Et moi, je me suis souvent engueulé avec eux à cause de ça, en disant, faut le mettre dans un centre spécialisé, il va pas, ce gamin. Et ils l'ont jamais accepté. Une scène est fondatrice des troubles d'Emmanuel. Adolescent, il est surpris dans le jardin, prostré, à genoux, fixant l'album de photos de famille auquel il vient de mettre le feu. Pour se venger, il a récupéré toutes les photos de famille où il était, il les a brûlées. Il les a brûlées pour se venger, quoi. Donc on en revient aussi que pour se venger, il y a le feu au milieu, quoi. Sur la place de la Loge trône une Vénus dénudée de Mayol. Des photos de famille consumées, à l'immeuble dévoré par les flammes, il y a donc un élément constant, la présence au moins symbolique de la mère. Il est difficile de ne pas y voir une continuité signifiante. Une continuité qui se complexifie quand la Cour découvre l'ancienne profession de Laetitia. J'ai été actrice de films à caractère pornographique, voilà ce qui a été le gros souci. J'ai toujours caché ça à mon fils, bien entendu, et malheureusement, mon fils a découvert une première fois avec sa petite cousine. Nous, les parents, on s'était absentés. Il est tombé sur une de mes cassettes. C'est ma petite nièce qui me l'a dit, qu'ils avaient visionné la cassette. Ainsi s'articulent sans doute les incendies comme désir de vengeance contre la mère. Quand je suis contrarié avec elle, j'ai envie de me venger et seule la vue des flammes m'apaise, affirme le jeune homme. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Dans leur petit pavillon, à l'ombre de la citadelle, Laetitia et Emmanuel s'installent dans un étrange huis clos, fait d'oisiveté, de routine, de non-dit et d'addiction. Emmanuel, dorénavant placé sous curatelle et reconnu handicapé à 35%, apaise ses tensions par le feu. Laetitia noie ses propres angoisses dans l'alcool. Le problème, c'est que j'étais dépressive. Déjà, je connaissais que les urgences. Les pompiers me connaissaient parce qu'ils venaient constamment me chercher. Le SAMU, d'ailleurs, quand on voyait une ambulance devant chez moi, les voisins, tous, ils pensaient que c'était pour moi. Ou si on voit ma voiture dehors qui n'allait pas dans le garage, ils sont prêts à appeler les pompiers en disant « Sonnez chez moi, Laetitia, t'as rien, voilà. » Donc, ça aussi. Donc, et ben voilà, je dirais, ben voilà. Moi, je dirais que je pensais peut-être trop à mes problèmes et puis j'ai pas vu ceux de mon fils. Qu'on était en fait deux à avoir des problèmes, mon fils et moi, pas les mêmes, bien entendu. Parce que moi, j'ai peur du feu. Bon, c'est pas le feu qui va m'apaiser, j'ai peur du feu. Moi, je m'apaisais dans l'alcool, parce que c'est aussi s'apaiser. Voilà, parce qu'à l'époque, moi, une contrariété, hop, je prenais ma bouteille, un verre et voilà. Si mon fils est en prison, c'est à cause de moi. S'il fallait vraiment qu'on juge quelqu'un, maintenant, ce serait peut-être ses parents qu'il faudrait juger. Des activités d'actrice de Laetitia, personne ne parle à la maison. Le jeune homme comprend les anciennes et longues absences de sa mère et le silence qui les a entourés. Il regarde les cassettes, en fait profiter ses copains et leur en revend même quelques-unes. Au début, il en parle à ses copains de façon, en fait, à me mettre sur un piédestal et lui se mettre sur un piédestal. Parce qu'il s'accrochait à ça en disant, bon, j'ai peut-être des choses que vous avez pas et tout, mais moi, ma mère, elle a fait des films, ma mère est connue, voilà. Dès lors, l'incendie ne pouvait éclater que sous le regard de la mère dénudée. Ça a été caché. Donc là, on est dans le secret familial, dans le sens où cette mère qui fait quelque chose dont son fils n'est pas au courant, et qui découvre ça par hasard, c'est comme un secret des origines, si vous voulez. C'est à un moment donné, ça va me poser la question, est-ce qu'elle m'a conçu avec mon père ou avec l'un de ses acteurs? C'est beaucoup de questions qui se posent, si vous voulez.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la sexualité? Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Et c'est comme un enfant qui découvre qu'il est adopté en tombant sur le cahier de famille, sur le livret de famille. Donc, effectivement, il a découvert à la fois la sexualité, la filiation, la profession de sa mère, et tout ça de façon totalement imprévue. J'aurais peut-être dû essayer d'en discuter. J'ai pas trouvé l'intérêt d'en discuter avec mon fils seul. Mais je lui ai posé la question à la prison. Il me dit que oui, que ça l'a perturbé. Et qu'au début, il en était fier, que à l'adolescence, ça l'a perturbé, même au niveau de sa sexualité. À 17 ans, les errances nocturnes d'Emmanuel lui font découvrir l'homosexualité et la prostitution masculine. Il en devient un acteur régulier dans un parc de la ville, peuplé d'autres Vénus dénudées. C'est là qu'il fait la connaissance d'un quinquagénaire prénommé Édouard. Un jour, je discute avec mon fils et c'est là qu'il me pose la question, « Maman, si je m'intéresserais à un garçon, comment tu prendrais et tout ?» Bon, j'ai essayé de lui répondre avec diplomatie en lui disant que sa sexualité lui regarde, mais bon, essayant de quand même comprendre le pourquoi. Et c'est là qu'il m'a parlé donc d'Édouard, voilà. Et j'ai accepté de recevoir ce monsieur à la maison. Et j'ai vu en fait qu'Édouard se comportait plus comme un père vis-à-vis, parce que bon, c'est un homme qui est bien entendu homosexuel, mais qui a été marié auparavant, parce qu'il a un garçon de l'âge de mon fils, hein. J'avais plutôt l'impression en fait qu'il se prenait pour un père vis-à-vis de mon fils que son petit ami. J'avais du mal à l'accepter parce que j'imaginais pas déjà mon fils dans un lit à côté de lui. Je trouvais en Édouard un homme très sympathique, mais bon, qu'il serait resté ami de mon fils, c'est très bien. Plus tard, Édouard quitte Perpignan pour la Picardie. Emmanuel le suit. Quelques semaines plus tard, Laetitia vient récupérer son fils et le ramène à la maison. L'incendie de la loge aura lieu une semaine après son retour. Sa mère a une relation exclusive avec lui. C'est probablement un amour sans limite, dans une surprotection, donc un excès de maternage, et avec très peu de guidage et de limites. Ne pas avoir des limites, c'est l'élément clé de la personnalité antisociale et psychopathique. Ne pas avoir des limites. Chez M. Capelier, c'était aggravé dans le fait où il a établi, en quelque sorte, une relation dans laquelle il arrivait effectivement à neutraliser le rôle éducatif de sa mère, à la transformer en complice, en quelque sorte. Je l'ai trouvée excessivement péjorative envers son fils et vraiment inconsistante. C'est-à-dire, elle ne parle que d'elle. Elle ne parlait que d'elle, en tout cas. Elle met tout autour d'elle et presque son fils était son persécuteur. Il n'y avait pas ce sentiment de maternel, pas du tout. J'ai pas trouvé qu'il y avait des sentiments maternels. Et surtout, c'était une mère très destructrice, très dévorante, en tout cas, pour son fils. C'est une mère vis-à-vis de laquelle il décharge que de la rancœur. On semblerait que c'est une mère qu'il veut rejeter, ne plus voir, alors qu'en fait, il est encore à demeure chez elle. Je pense qu'il y a là, justement, dans sa souffrance, la recherche d'une quête affective qui n'aboutit pas, un besoin de trouver une mère aimante, et puis, en même temps, conditionné, je dirais, dans la réalité des faits, à une mère qui était plutôt phallique, hein, et il est dans cette ambivalence de l'image de la mère et des rapports qu'il peut entretenir avec la femme, hein, à la fois une recherche, en même temps un désir de l'agresser. Oui, il est dans une forte ambivalence qui est un des nœuds de sa problématique personnelle, oui. Il se regarde tout le temps, hein. Il la cherche et quand il veut parler, dire quelque chose, il la regarde et ils se soutiennent vachement, hein. C'est impressionnant. Mais l'instant, c'était pareil. Il y avait déjà cet aspect fusionnel qu'on trouve également dans la psychiatrie, dans la psychologie des deux. C'est assez étonnant. Pas, tu réagis pas, tout à l'heure. D'accord, ok. Je peux avoir de sourire, d'accord. C'est important.
L'audience est parvenue à un tournant décisif. Accusation et défense vont batailler pour déterminer si l'accusé est un pyromane impulsif ou un incendiaire vengeur. L'enjeu de ce débat, c'est le niveau de responsabilité pénale d'Emmanuel Capelier. Pourquoi ce garçon est fasciné par le feu? Il trouve que le feu est beau, il trouve que le feu peut-être purifie, il ne le dit pas. Peut-être que le feu, c'est quelque chose qui l'exprime lorsqu'il est en colère, parce qu'à l'intérieur, c'est insupportable, il faut qu'il l'exprime. Alors, pourquoi le feu? Il ne se l'explique pas, il ne le comprend pas. Ça vaut d'ailleurs à certains de dire qu'il est pervers parce qu'il essaye de trouver des excuses. Mais en tout cas, à moi, avocat, avec qui on a quand même un rapport de confiance, je lui ai posé la question nécessairement pour aborder le dossier et il n'a pas su me répondre. La passion d'Emmanuel pour les flammes est-elle en lien avec sa mère? Oui, répondent les experts. Ce feu est en lien avec la flamme et tout ce côté pornographique et sexuel qu'il supporte en lui et en même temps qu'il supporte, qui le fascine. Et donc, on peut imaginer que à travers les incendies, quelque part, il détruit un peu ce qui a pu le détruire lui-même. Il agit. Il y a des jeunes garçons qui vont lever la main sur leur mère ou les insulter. Moi, mon fils, non. Mon fils, il m'a toujours respecté, jamais levé la main. Non, c'est donc, en fait, je pense qu'il se soulageait comme ça. Que représente le feu pour Emmanuel? Un apaisement, un soulagement, a-t-il toujours dit. Les psychiatres s'accordent pourtant à ne lui trouver aucun trouble mental constitué. En revanche, ils lui décernent des traits de perversité, d'amoralité et d'indifférence. Emmanuel Capelier est d'abord un asocial qui ne supporte pas les frustrations de son existence. D'où sans doute cette appétence pour les errances nocturnes et cette pulsion incendiaire. Est-ce qu'il est pyromane ou est-ce qu'il est incendiaire? Si on fait une comparaison, c'est comme entre le kleptomane qui vole malgré lui sans intérêt pour la chose et le voleur qui en tire profit. L'incendiaire, on le sait, donc c'est celui qui le fait par intérêt ou par vengeance. Le pyromane le fait simplement parce que ça le libère. Et l'incendie ne lui apportera rien d'autre que ce sentiment temporaire de mieux-être. Voilà. Donc est-ce qu'il est l'un ou l'autre? La pyromanie est une notion qui est définie dans des manuels de diagnostic et de statistique, et elle remplit toutes les conditions de la pyromanie. La recherche de la nouveauté, la recherche de l'excitation, le faible niveau de tolérance à l'ennui et le plaisir avec le feu. C'est-à-dire trouver du plaisir en ayant mis le feu, un soulagement ou un apaisement. C'est-à-dire le plaisir dans le sens où j'ai une tension que seul le feu apaise. Donc effectivement, en voyant ces critères, on est dans le critère de la pyromanie. Moi, je n'ai pas réussi à conclure de façon catégorique. Je pense qu'il y a eu, nous l'avons appris, une multiplicité de faits commis. Je pense que certains se situent sur le registre de la pyromanie, parce que il a son vécu infantile quand même qui est vrai, de souffrance dans ce milieu familial qui a été le sien, et qui n'a pas les capacités intellectuelles et verbales de transcrire, d'expliquer, donc un passage à l'acte qui, comme ça, le libère. Et ça, ce serait l'aspect qui plaide en faveur de la pyromanie. Et puis, il y a, je pense, d'autres comportements qui relèvent de son immaturité, de ses troubles précoces de la conduite et du comportement, où je ne supporte pas la frustration, où je suis dans la toute-puissance, où je reste encore un gamin qui veut vivre sur le principe du plaisir et qui refuse les contraintes. Et là, c'est le sale gosse qui donne un coup de pied dans ses jouets en partant parce qu'on lui a fait une remontrance. Aucun expert ne conclut à une abolition du discernement, ni même à une franche altération. Si la personnalité d'Emmanuel Capelier peut expliquer les passages à l'acte, les experts n'en retiennent pas moins qu'il a toujours agi en état de conscience. Est-ce une maladie mentale? Je vous répondrai que non, parce qu'une maladie, elle a un début, une évolution, une fin, il y a une histoire de maladie, il y a des contextes qui conditionnent l'existence d'une maladie. Dans la psychiatrie, il y a deux maladies, grande maladie, trouble de l'humeur, trouble bipolaire et la schizophrénie, et quelques variations entre les deux qu'on appelle les psychoses maniaco-dépressives. La pyromanie n'en fait pas partie. La pyromanie est donc un symptôme, pas une maladie.
Les conséquences en sont lourdes pour Emmanuel. Il est accessible à une sanction pénale, il est toujours dangereux et sa réadaptabilité est jugée très faible. Est-ce que la pulsion, ça altère son discernement? Attends, la pulsion, à mon avis, ça n'altère pas son discernement. La pulsion, elle est juste plus forte, si tu veux, que l'idée qu'il se fait des conséquences des actes. C'est-à-dire qu'à un moment, il a beau avoir conscience, eh ben, tant pis, il y va quand même, peu importe ce qui se produit. C'est tout. Et ça, c'est une pulsion. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas conscience. La pulsion ne prive pas l'individu de sa capacité de discernement. Je ne vois pas en quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire. Il sait très bien qu'il franchit la limite. Lui, il le sait qu'il franchit la limite. Il le sait tellement bien qu'il tremble. Il le sait tellement bien qu'il jette le briquet. Il le sait tellement bien qu'il a envie de dissimuler son marteau. Il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est grave. Si on accordait à M. Capelier une abolition du discernement, il serait alors en effet irresponsable pénalement. Mais la question que l'on peut se poser, c'est que quand il commet tous ces actes, quand il le fait pour se venger, et alors qu'il en a conscience et qu'il le reconnaît, et qu'il affirme tant pendant la procédure qu'à l'audience qu'il sait ce qu'il fait, peut-on prétendre qu'il y a une véritable abolition du discernement? Manifestement non. Il n'est pas malade mental, il n'a pas de psychose. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas une experte en la matière, mais il a une névrose. On dit que beaucoup d'entre nous sommes névrosés. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, indépendamment de l'idée d'idée obsédante ou de pulsion, à mon sens, ça n'a pas d'incidence sur le discernement. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir absolument envie de mettre le feu, tout en ayant parfaitement conscience de ses actes et des conséquences que ces actes peuvent engendrer. Mais il y a un moment où il se dit, eh bien, mon envie, l'envie de satisfaire mon plaisir est certainement plus forte que la conscience que je peux avoir des conséquences. Ce que je retiens sur toute cette journée, c'est qu'on peut nommer tous les experts, aucun n'est capable de décrire avec pertinence, avec précision, la pathologie de M. Capelier. Et c'est quelque chose de désespérant. On a vu un premier expert qui est venu nous dire qu'il présentait tous les tableaux cliniques de différentes maladies. Il y en a un autre qui est venu nous dire qu'il était tout à fait normal, qu'il n'avait rien, que c'était simplement des troubles de la personnalité. Et puis, un psychologue qui est venu nous dire que finalement, il était psychopathe. Alors, ce soir, névrosé, psychotique, psychopathe, on n'en sait rien. Le regret, c'est que on a donné le sentiment au juré que c'était quelqu'un de dangereux, que c'était quelqu'un qui pouvait récidiver, et que pour un avocat de la défense, effectivement, c'est un peu consternant. La journée s'achève sur l'impression de malaise que laisse cet accusé sans remords, sans regret, obsédé par le feu et comme absorbé par sa mère. Une mère décrite par les experts comme pathogène pour un fils qui, depuis longtemps, a rejeté son père. C'est la dernière journée d'audience. Le verdict sera connu en début d'après-midi. Curieusement, Emmanuel Capelier ne semble guère inquiet, comme s'il n'était que simple spectateur de son procès ou comme si le verdict lui importait peu. Aucun ami, aucun copain, aucun autre membre de sa famille ne s'est déplacé. Emmanuel Capelier est à peu près seul devant un destin qu'il ne semble pas vraiment apte à maîtriser. Il y a des moments où je peux pas, je peux plus, quoi. Non, je le trouve, ça fait trop. Ça, que ça se termine, quoi, que je change d'air. Parce que ça devient pesant. Ah, c'est dur, il y a des moments, j'y arrive plus. Je me dis pourtant avant de venir, je me disais, je vais tenir le coup, je vais y arriver, mais j'ai rien à faire. Tout me revient, tout. Je pense à tout. Ça va pas, quoi. C'est bientôt la fin. Ouais. Une fois que cette page-là sera tournée, vous pourrez au moins vous concentrer sur vous. Faire attention à vous, vous reconstruire, etc. Mais surtout, l'histoire judiciaire, elle sera passée. Allez, merci. Quoi qu'il arrive, vous réagissez pas, d'accord? Vous bougez pas. On va certainement vous attaquer, moi je vais parler de vous. Vous bougez pas, hein? D'accord? Les avocats des parties civiles sont unanimes pour faire reposer l'entière responsabilité de l'incendie désastreux de la loge sur l'accusé. Maître Méric en rappelle les tragiques conséquences pour Philippe Alexis. L'avocat général requiert, comme en première instance, 18 ans de réclusion criminelle. La
peine de 18 ans, la peine de réclusion, est une peine d'élimination demandée par le parquet qui a brandi le spectre de la récidive, de la peur et de la protection. La justice doit faire preuve d'humanité. Quel déséquilibre entre Emmanuel Capelier qui allume le feu à un présentoir parce qu'il est malade et l'homme qui prend un volant, commet certes un accident de la route, un acte involontaire, mais avec des circonstances aggravantes et qui va emporter une vie. Il encourt quoi? Il encourt 7 ans. Force est de constater qu'aujourd'hui, Emmanuel Capelier encourt une peine d'assassinat. Or, c'est tout sauf un assassin. C'est la dernière suspension d'audience avant le délibéré. La plaidoirie de son défenseur est l'ultime rempart d'Emmanuel Capelier. Si ça peut lever, il faut que je vous mette sur le dos, quoi. Ah oui, mais je le sais. On avait dit ça. Oui, mais c'est ce qu'on a fait, et puis non, mais c'est ça. Je vais lui faire tout reconnaître, je vais lui expliquer qu'il faut qu'il regrette, il faut qu'il dise que depuis il a changé, on va voir. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est d'arriver à la fin comme ça. Alors, il faut lui demander une contre-expertise, il faut faire plein de choses. Luc Abrakiewicz rappelle l'horreur absolue qu'a été pour Emmanuel, déjà fragile, la vision de sa mère dans les films. Pour l'avocat, Emmanuel est un personnage complexe, déroutant et maladroit. S'il est pyromane, il n'a jamais voulu la destruction de l'immeuble. Comment d'ailleurs aurait-il pu nourrir un tel projet à l'aide d'un simple briquet? La volonté qui était la mienne, c'était d'attirer l'attention des jurés sur la difficulté de leur tâche. Il fallait à la fois sanctionner ce garçon puisqu'il n'est pas irresponsable pénalement, mais aussi tenir compte de sa personnalité. Le droit pénal français est individuel. Je pense qu'on aurait pu, dans ce dossier, mettre la mère dans le box. Alors bien sûr, c'est pas son procès, mais je suis convaincu, et je crois que tout le monde est convaincu, que si cette mère n'avait pas agi de cette façon, à la fois dans la petite enfance et à l'adolescence, s'il n'avait pas été une mère persécutrice, le renvoyant à une image négative, Emmanuel Capelier n'aurait jamais eu cette névrose, ces troubles de la personnalité, et on l'aurait jamais vu devant les tribunaux. Parce que la délinquance qui est la sienne, c'est une délinquance unique. C'est pas un voleur, c'est pas un violent, c'est quelqu'un effectivement qui a un problème avec le feu, lié directement à sa personnalité. J'espère qu'ils le verront humainement, qu'ils ne regardent pas mon fils comme on regarde un assassin dans un box, qui pensent un petit peu que eux, surtout s'il y a des femmes qui ont des enfants ou des hommes qui ont des enfants dans le juré, je leur demande pas de se mettre à ma place, c'est impossible de se mettre à ma place de toute façon, mais qu'ils soient justes en fait, reconnaissent en mon fils une personne qui doit être soignée. Les réponses aux questions sur les faits posées aux magistrats et aux jurés, 7 femmes et 8 hommes, ne souffrent que peu de discussion. La seule inconnue, mais elle est de taille, c'est le quantum de la peine qui sera prononcé. Il peut être similaire à celui de première instance, inférieur ou supérieur. Après 2h30 de délibération, l'audience va reprendre pour la lecture du verdict. À la première question, l'accusé Emmanuel Capelier est-il coupable d'avoir à Perpignan, le 7 octobre 2008, volontairement détruit des Carassol par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes? La réponse est oui, à la majorité de 10 voix au moins. À la question numéro 2, l'accusé Emmanuel Capelier est-il coupable d'avoir à Perpignan, le 7 octobre 2008, volontairement détruit un immeuble 6 places de la Loge par l'effet d'un incendie, moyen de nature à créer un danger pour les personnes? La réponse est oui, à la majorité de 10 voix au moins. En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après avoir constaté qu'Emmanuel Capelier se trouve en état de récidive légale, décide à la majorité absolue de condamner Emmanuel Capelier à la peine de 10 années de réclusion criminelle.
à la même majorité d'ordonner un suivi socio-judiciaire d'une durée de 5 années avec injonction de soins. Voilà, vous disposez d'un délai de 5 jours afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la présente décision. Audience criminelle et le cas. Il va falloir que tu te fasses soigner. Oui, je sais. C'est parce que là, tu t'en tires encore bien. T'as tué personne. Il n'y a pas eu de mort, oui, c'est ça. T'as eu de la chance là-dessus.